Fragment 12. Parmi toutes ces histoires, il y en a une qui a lieu constamment dans tout récit du genre qui vaille la peine, la séparation de l'esprit et du corps. Plusieurs récits attribueront cette séparation à différents lieux et époques, mais sa centralité et sa puissance dépassent toute question. Les critiques anti-civilisation situeront souvent cela comme la principale émergence du dualisme dans le monde. Zerzan dira que cela découle immédiatement du dualisme du genre, pendant que Federici la trouvera dans les machinations des chasses aux sorcières et Evans dans la naissance de l'industrialisme. À nouveau, les origines précises nous intéressent moins que l'opération répétée et sans fin. Peu importe où cela a commencé, la séparation s'élargit et continue à nous éloigner de nous-mêmes. Il est intuitif de penser qu'une telle scission est nécessaire pour faire des êtres sauvages des êtres adaptés au travail dans le monde du travail. Si l'on se repose seulement sur sa propre perception du monde, la relation de son corps au corps des autres animaux, plantes et humains, alors cette conscience corporelle est précisément ce qui doit être détruit pour que les travailleurs et travailleuses naissent. La discipline du corps est la précondition de l'existence industrielle. Cette discipline du corps doit être comprise comme une internalisation de la guerre qui se déroule hors de lui. Le champ de bataille du contrôle social devient le corps lui-même, le site d'un conflit éternel entre la raison et passion, lumière et obscurité. D'un côté, ce sont les forces de la raison, parcimonie, prudence, sens de la responsabilité, contrôle de soi, et de l'autre, les vils instincts du corps, obscénité, oisivité, dissipation systématique des énergies vitales. La bataille se mène sur plusieurs fronts car la raison doit être vigilante contre les attaques du moi charnel et prévenir la sagesse de la chair, dans les mots de Luther, de toute corruption au pouvoir de l'esprit. En dernière instance, la personne devient le terrain d'une guerre de tous contre tous. D'autres appelleront cela guerre civile. Nous dirons que c'est une partie de la capture du corps dans la domestication. Le corps est un microcosme pour ce phénomène. La marchandisation des corps et de leurs capacités mène à une séparation avec le soi, une dissociation de chacun et chacune d'avec la majorité de son activité et de son expérience. Le corps est réifié et réduit à un objet. Cette séparation et cette objectification du corps parviennent à leur autoréalisation dans la philosophie cartésienne. Hobbes décrétera une attaque similaire contre le corps en la réduisant en fonctionnement d'une machine. Ultérieurement, cette vue mécanique atteindra de nouveaux sommets à travers la théorie de la génétique. Des théoriciens plus ésotériques de la génétique soutiendront que le corps est une machine-vaisseau pour des gènes égoïstes et conscients qui déploient lesdits corps afin de se perpétuer éternellement. La mécanisation philosophique du corps devient si totale qu'elle est projetée en arrière à travers l'histoire et dans notre biologie propre. Dans un étrange paradoxe, la science ressuscite Dieu pour parvenir à la réfutation ultime du libre arbitre, la génétique. La manipulation génétique et les méthodes nanotechnologiques de surveillance et de contrôle sont seulement les manifestations les plus contemporaines de cette séparation archaïque. Mais la projection de cette invention dans un monde physique n'est pas réalisée philosophiquement. Elle est faite à travers les violences corporelles. Les chambres de torture des chasseurs de sorcières, des docteurs nazis et des vivisecteurs sont aussi les laboratoires de l'émergence du corps mécanisé. C'est aussi bien sûr la violence de la domestication genrée, puisque le genre est le premier dualisme et reste la principale opération appliquée au corps. Le corps est constamment disséqué pour identifier et naturaliser les différences biologiques qui sont supposées justifier l'entièreté du monde genré. La dichotomie sexe-genre, mais aussi la dichotomie de race, sont soigneusement calculées sur la dichotomie corps-esprit et correspondent à un ensemble sans fin de mesures disciplinaires et techniques du soi fabriquées pour maintenir la conformité binaire. Les corps féminins et noirs sont imaginés comme indociles et devant être disciplinés, alors que les corps masculins blonds sont vus comme rationnels et apprivoisés. Les corps vus comme ayant une connexion innée avec l'animalité peuvent être exposés de manière justifiée au dur labeur, à la violence sexuelle et à l'extermination. Pour moi, toute enquête sur la séparation entre le corps et l'esprit mène à une quantité folle de révélations. J'ai immédiatement pensé à l'expérience du mal des transports comme un exemple utile. Comme réponse instinctive au sentiment de mouvement sans le percevoir consciemment, cette nausée est un mécanisme de défense utile contre la consommation par inadvertance de poisons variés.
Hors de l'industrialisme, ce phénomène est seulement expérimenté si quelqu'un consomme un hallucinogène. Et pourtant, dans un monde comme le nôtre, où l'on est constamment séparé du mouvement de nos corps, cette nausée devient universelle. Les blessures liées au mouvement répétitif de mon travail de service, le mouvement rapide des poignets et des genoux correspond plus aux besoins d'un système de points de vente qu'à tout autre, et un autre rappel de la déconnexion presque totale de ma perception par rapport au mouvement réel de mon corps. La rupture s'élargit à travers notre acclimatation à cette souffrance et à ces vertiges constants. La rupture supplémentaire de la perception fonctionne comme une stratégie de survie tragique. Concernant le genre, la rupture est encore plus flagrante. À l'adolescence, ma propre expérience de la dysphorie et de la dysmorphie corporelle a conduit à l'auto-imposition de toute une série de mesures disciplinaires et de tortures corporelles sous la forme de l'anorexie. C'était une expérience que je partageais avec la vaste majorité de mes amis qui ont grandi comme filles ou comme queer. Ces techniques d'autocontrôle réapparaissent dans le contexte du travail du sexe. Afin de vendre de façon plus rentable notre travail sexuel, nous projetons constamment l'idéal du genre sur nos corps, les mutilant et les réduisant à des objets de notre propre mécanisation. Plus que la physiologie, la domination se préoccupe aussi des gestes, de la présentation de soi, de la communication, de la propension au sexe. Dans l'expérience réelle du travail du sexe, la rupture s'élargit encore. Pendant qu'un horrible John me touche, mon esprit s'efforce d'être autre part que dans nos propres corps. Je pense au capital, à mon compte en banque, à ce que je vais manger, n'importe quoi en dehors de ce qui arrive vraiment à mon corps. J'ai expérimenté cette fuite hors du corps pendant d'innombrables autres moments, pendant les arrestations, les agressions sexuelles, en étant ivre. Même l'expérience de marcher à travers les couloirs du lycée peut nous arracher de nous-mêmes. Comment dois-je me comporter aujourd'hui pour ne pas affronter la violence prévisible d'une personne queerphobe ? L'histoire de la séparation esprit-corps forme un outil utile pour comprendre la complexité et la nuance de l'affirmation selon laquelle la domestication est la capture et l'engendrement de nos corps. Là où Freddy Perlman voyait des ressorts et des roues remplissant les corps recouverts de son armure, nous pouvons voir cela comme la réorganisation du corps vivant à travers son conflit avec l'esprit rationnel. Le mythe du sexe biologique, de la race et de toute autre catégorie supposément naturelle correspond à cette même logique de séparation des corps les uns des autres et de rupture entre l'esprit et le corps. Les taxonomies du corps servent constamment à rationaliser, systématiser et situer les hasards variés du corps au sein d'une structure léviathanique. Cette théorie mécanistique de la biologie essaye de nous imposer notre destin.